Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, dématérialisation des services publics par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Obtenir l'identité et l'état civil seront désormais plus faciles pour le citoyen. L'annonce est faite au cours d'une conférence de presse par Aristide Adjinakou à travers les innovations dans les prestations offertes aux populations. Hugues Vignigbe vous en dira plus dans un instant. Don de matériel roulant au Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPADD par le Japon. Cet appui s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de soutien du Japon à ce centre qui fournit un catalogue de stages dans divers domaines. La cérémonie s'est déroulée jeudi dernier à Ouida. Vous suivrez en cours de journal les détails avec Idrissou Boukari. Et puis, lancement officiel du plan de travail annuel du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour le compte de l'année 2025. Hier vendredi, c'était à l'occasion du bilan de l'exécution du plan de travail annuel de l'année 2024 et de l'exploration des grandes lignes du budget 2025 qui s'élève à plus de 53 milliards de francs CFA. À suivre, le compte rendu de Virgile Arodéon. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. En titre, je vous l'annonçais, la problématique de l'identité et celle de l'état civil doivent être désormais une aventure assez simple pour le citoyen. C'est l'essentiel de la présentation faite par le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP hier vendredi à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. C'est à la faveur d'une conférence de presse au cours de laquelle Aristide Adjinakou a dévoilé les innovations apportées dans les prestations offertes aux populations par sa structure en matière de dématérialisation des services publics. Suivez le compte rendu de Hugues Vignibé. Pour améliorer la satisfaction. Cette sortie médiatique du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, vise deux objectifs fondamentaux. Partager avec les professionnels des médias sa vision, sa stratégie de fonctionnement et lancer de nouvelles applications innovantes, à savoir ANIP BJ et la plateforme e-service.anip.bj. Notre objectif, c'est de nous assurer que la problématique de l'identité et des faits d'état civil soit une aventure simple pour tous les citoyens. Les journalistes ont eu droit à des démonstrations de sollicitation des services de l'ANIP. Donc, je renseigne ici l'opérateur, je laisse l'adresse mail et je mets le numéro. De paiement, je déclenche le paiement. Bon, laisse ça encore le même. Cette démonstration et les exposés du directeur général de l'ANIP ont nourri la curiosité des professionnels des médias. Ils ont posé une série de questions auxquelles les responsables de l'ANIP ont apporté des éléments de réponse. Et si vous avez écrivez au 48 54 0000, ce sera pris en compte. Et je peux vous dire que personnellement même, toutes les 2 semaines, avec l'équipe d'expérience client et de support aux usagers, nous regardons tous les problèmes. La vision de Aristide Adjinakou et son équipe est de faire du Bénin la référence africaine dans l'identité à l'horizon 2028. Une vision épousée par le projet Wouri qui accompagne l'ANIP sur plusieurs plans. Nous comptons déjà, c'est déjà de bonne route, renouveler systématiquement les équipements d'enrôlement biométrique. Et d'ici le mois de mars, il sera livré 700 kits biométriques au profit de l'ANIP pour toujours faciliter la tâche aux usagers. Et l'ANIP a déjà reçu 2050 terminaux pour les déclarations de naissance au Bénin. L'ANIP encourage les médias à dénoncer les imperfections dans l'accomplissement de sa mission afin de leur permettre de les solutionner. Autre actualité dans ce journal, les récents propos tenus par Maître Adrien Humbedi sur la gouvernance talon ne sont pas du goût du président des sages de la ville de Porto Novo, Karim Urbain da Silva. Au cours d'une sortie effectuée ce samedi, le sage de Porto Novo a sévèrement taclé le président Humbedi et a saisi l'occasion pour réaffirmer au chef de l'État le soutien de la ville capitale à ses actions. Emma Rodonou pour le reportage.
Avec ce qui lui reste comme force dans les cordes vocales, le presque centenaire Karim Da Silva, sage de la ville de Porto Novo, a tenu à condamner sévèrement les propos tenus récemment par le président Adrien Ngwedji devant ses militants de l'Est-PRD. Ngwedji, il aurait pu se taire. Il a réveillé le machin contre lui. Parce que d'abord, il faut le reconnaître. Ngwedji, il n'a rien de Porto Novo. Quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, qui trahit. Pour Karim Da Silva, le président Adrien Ngwedji est dans un chantage politique et c'est une stratégie dont il est coutumier, a-t-il insisté. Il a pris l'habitude. Et cette fois-ci, c'est pour la dernière fois. Alors, c'est une réaction pour d'abord remercier le président Talon et pour lui dire de compter sur nous. Nous sommes les réels porto-noviens. Comme me dit, il ne peut faire que ce qu'il a fait, que vous connaissez. Le président des Sailles de Porto Novo a également saisi l'occasion pour dire toute sa compassion au président Patrice Talon, qui a échappé récemment à une tentative de déstabilisation, et le féliciter pour ses nombreuses réalisations dans la ville de Porto Novo. Surtout que les épreuves, il en a toujours sorti. De graves épreuves, de terribles épreuves. Le Yoruba dit, il est des coups à la maison même. Alors, s'il a survécu, il ne survivra pas longtemps. Nous souhaitons que ce qui a commencé, qui est énorme, puisse continuer. Talon a trop fait. Il a transformé pour nous. Si vous allez vers Ménédionou, la nuit, si une aiguille tombe, vous allez la pouvoir la prendre. Alors, que dire? De son côté, le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie a poursuivi, lui, sa tournée dans la soirée du mardi dernier. Après le pont de Womé, Jacques Ayadi était sur les pistes cyclables de Sekandji à PK18 pour constater leur état de dégradation avancée tel que dénoncé par les populations. Il s'est également rendu au quartier Djevali de la commune d'Akro-Misrété. Objectif, recueillir les préoccupations de ces populations afin de leur apporter des solutions. Le compte rendu de Virgile Arodé. Carrefour PK10, c'est comme ça, c'est dégradé. Carrefour Sekandji, même chose. Carrefour Ekpe, Carrefour Djefa, Carrefour PK18. Du carrefour Sekandji au carrefour PK18, Jacques Ayadi et sa délégation ont touché du doigt les difficultés des usagers à deux roues sur ce tronçon. Des pistes cyclables dans un état de dégradation critique. Le chef de l'État a dépêché son ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie pour constater l'ampleur de la situation. Il m'a demandé de venir ici, vous écouter, voir de quoi il s'agit concrètement et prendre les dispositions pour qu'une solution soit trouvée. La situation est préoccupante, donc vous avez raison de crier jusqu'à ce que nous arrivons à voir. Pour le chef service infrastructure de la direction départementale des transports de l'UEME, les travaux d'entretien et de fermeture de cette roue confiés entre-temps à l'entreprise Aneoti n'ont pas pu être réalisés pour insuffisance de l'enveloppe y consacrée. Mais aujourd'hui, la perspective est radieuse pour les populations qui ont longtemps dénoncé le mauvais état de ces pistes cyclables. Nous sommes contents d'avoir le ministre conseiller Jacques Ayadi. Je suis sûr, à partir de demain, la Clément Soclé va circuler librement. Des dispositions seront prises avant les travaux proprement dits, a promis Jacques Ayadi, avant de se rendre à Promisreté dans le quartier Djevali. Ici, il a été question de lever les inquiétudes des populations quant à la continuité des caniveaux de la grande voie en cours de réalisation.
Parlons à présent du Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPADD qui dispose désormais de moyens roulants lui permettant de former ses stagiaires sans difficulté. Le Japon met en effet à sa disposition des véhicules répondant à ses besoins. Un appui qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de soutien du Japon à ce centre qui fournit un catalogue de stages dans 3 domaines, à savoir le déminage humanitaire, la gestion sécurisée des dépôts de munitions et la gestion des armes légères et de petits calibres. La cérémonie de remise des clés de ce matériel roulant a eu lieu jeudi dernier dans l'enceinte du CPADD à Ouida, en présence du chef d'état-major général des forces armées béninoises. Les détails avec Idrissou Boukari et Jocelyn Bariga. Le Japon remet officiellement les clés de 3 véhicules d'intervention, dont une ambulance, qu'il offre au Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution. Des moyens roulants qui viennent remplacer les charrettes utilisées dans le déplacement des matériels d'opération sur le terrain. Donc les stagiaires devaient charger tout leur matériel dans ces pousse-pousse pour aller en différentes interventions, que ce soit à l'intérieur du centre comme à l'intérieur de la ville de Ouida. C'est alors que le besoin de véhicules d'intervention a été exprimé au Japon, qui a donné son avis favorable à l'acquisition de véhicules d'intervention EOD. Dès le prochain stage qui débute le lundi 17 février prochain, nos stagiaires peuvent s'entraîner dans des conditions proches de celles de la réalité du terrain. Ce projet, financé par le Japon dans le cadre de son budget supplémentaire de l'année fiscale 2022, vise à renforcer les capacités logistiques et infrastructurelles du CPADD en vue de répondre efficacement aux défis liés à la gestion des mines, et je me réjouis de participer à la présente cérémonie de remise de matériel roulant. En plus des moyens roulants, le Japon met également à la disposition du CPADD un groupe électrogène et la réalisation de bien d'autres infrastructures. L'objectif est d'améliorer les conditions de formation et d'intervention dans cette école nationale à vocation régionale. Je voudrais, au nom de la communauté CPADD, je veux nommer le personnel du centre, les stagiaires passés et futurs, et en mon nom propre, exprimer toute ma gratitude au peuple et au gouvernement du Japon pour leur générosité et leur sens de l'humanité, car ces dons permettront aux techniciens formés dans ce centre de sauver chaque jour des vies sur les théâtres de conflit. Implanté à Ouida, le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution forme aux techniques d'intervention sur les engins explosifs. Près de 5000 stagiaires d'une 50aine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe ont déjà bénéficié de ces services. Dans l'actualité également, les préfets, cadres et autres responsables du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale se sont retrouvés hier vendredi pour faire non seulement le bilan de l'exécution du plan de travail annuel de l'année 2024, mais également explorer les grandes lignes du budget 2025 qui s'élève à plus de 53 milliards de francs CFA. En d'autres termes, il s'agit pour eux de lancer officiellement au cours de cette rencontre le plan de travail annuel du ministère de la décentralisation pour le compte de l'année 2025. Voici le compte rendu de Virgile Arodé. Ce dialogue de gestion a permis aux cadres à divers niveaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale de faire un tour d'horizon des réalisations de l'année 2024. Un tour d'horizon dont il ressort que le budget du ministère est exécuté au 31 décembre 2024 à 89,43% base engagement et à 90,68% base ordonnancement, soit une amélioration de 6 points de 2023 à 2024. Le taux d'exécution physique a aussi connu une augmentation d'environ 2% par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, le programme d'investissement du ministère est exécuté à 81,42%. Quant au FADEC, 100% du budget national ont été transférés, soit 40 519 millions de francs CFA. Ces progrès réalisés ensemble en 2024 témoignent de notre volonté à contribuer au développement harmonieux de nos collectivités territoriales décentralisées et nous imposent à maintenir le cap sans désemparer.
Des performances qui justifient l'augmentation du budget du ministère exercice 2025, soit 53 673 983 505 francs, contre 52 673 924 761 francs en 2024. D'où de nombreux défis en perspective à relever. Les principaux acteurs de la chaîne des résultats, que sont notamment les préfets du département, ont d'ailleurs reçu à cet effet des lettres de mission. Et nous prenons l'engagement ferme de travailler sur le terrain, de faire en sorte que tout ce qui est prévu en termes d'activité puisse être mis en œuvre correctement. Et je suis sûr que le ministre peut compter sur nous. Le lancement officiel de l'exécution du plan de travail annuel du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a été l'occasion pour le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité de prendre contact avec les responsables du ministère. Rappelons qu'en dehors de la sécurité et de la défense, Rachidi Gbadamassi s'occupera également des questions de gouvernance locale et de décentralisation. Dans un tout autre registre, le club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique a lancé jeudi dernier ses journées annuelles à Cotonou, une initiative placée sous le parrainage du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Transformation digitale, résilience et durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. C'est sous ce thème que se focalisent les travaux. Plusieurs panels sont également prévus pendant les 3 jours de rencontre. Les précisions avec Teddy Goudalo et Rachidi Soubiro. Ils sont nombreux, ces dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, à effectuer le déplacement de Cotonou pour assister à leur journée annuelle. Cette 36e édition de l'initiative est parrainée par le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS, dont le Bénin abrite le siège. Le FAGAS a choisi de parrainer ces journées annuelles que nous croyons fermement que l'avenir du secteur bancaire africain repose sur une collaboration étroite entre toutes les institutions financières, c'est-à-dire l'écosystème doit être complet. Donc il y a les banques, il y a les fonds de garantie, les banques centrales, les marchés financiers. Nous devons tous repenser notre écosystème en fait d'être à la hauteur des besoins de financement de la population, des États et du secteur privé. 3 jours durant, les échanges vont se focaliser sur une thématique assez édifiante. Naviguer vers l'avenir, la transformation digitale, résilience et durabilité face aux défis de la décennie 2025-2035. Au-delà de la conférence inaugurale qui aborde les opportunités et défis du secteur bancaire africain à l'horizon 2035, bien d'autres panels vont meubler ces assises. Nous sommes au cœur de cette problématique générale qui est en fait transsectorielle puisqu'elle touche tous les opérateurs économiques et transcontinentale avec un impact différencié selon les géographies. Nous estimons que la connaissance, la recherche, la production scientifique sont clés dans tout processus d'évolution. Au Bénin, nous avons mis en place plusieurs initiatives visant à moderniser le secteur financier. Nous avons, notamment l'année dernière, mis en place une stratégie nationale d'inclusion financière pour permettre donc l'accélération du système financier et aussi accroître son inclusivité. Déjà à la 2e journée des discussions, le rapport des recommandations et les perspectives seront présentés. Les travaux prendront rigoureusement fin le samedi 15 février 2025 avec la visite de la cité historique de Ouida. Et puis, dans le cadre de la Saint-Valentin, l'association 1000% a inauguré le mur de l'amour. L'objectif de cette initiative est de créer une relation entre l'amour et la santé en sensibilisant les jeunes sur l'importance du don de sang et du test de l'électrophorèse. La cérémonie d'inauguration du mur de l'amour s'est déroulée jeudi dernier à la faculté des sciences de la santé FSS en présence de Canal+ Bénin, principal partenaire de l'association. Florence Bossa et Elvis Tonoucoin pour le reportage.
L'association 1000% célèbre autrement la Saint-Valentin à travers cette fresque murale dénommée le mur de l'amour érigé à la faculté des sciences de santé FSS. Elle sensibilise la jeunesse béninoise sur la drépanocytose. C'est beau de s'aimer, mais ça ne sert à rien de s'aimer si derrière nous voulons avoir des enfants malades. Le mur montre les unions conseillées et déconseillées afin de limiter l'expansion de la maladie. Ce mur que nous inaugurons est bien plus qu'une simple structure. Il incarne notre espoir, notre vision et notre engagement vers l'avenir. Ce mur a un signal fort, celui d'une aube nouvelle pour une jeunesse pleinement consciente de son rôle dans la préservation de la vie des générations futures. Le message que nous essayons de véhiculer par cette campagne que nous organisons, c'est déjà montrer aux jeunes que oui, c'est possible. C'est possible de réaliser des œuvres, c'est possible de rêver grand, c'est possible d'avoir des œuvres qui impactent. D'une pierre deux coups, l'occasion a été celle choisie par l'association des jeunes dévoués à la cause sanitaire pour organiser une campagne de don de sang et le dépistage gratuit de l'électrophorèse. L'initiative est soutenue par Canal Plus Bénin qui réitère son engagement à continuer à œuvrer aux côtés de 1000%. Ça nous paraissait normal de les accompagner aussi dans ce beau projet qu'est le mur de l'amour. Et quelle meilleure date que le 13 février, veille de la Saint-Valentin, pour inaugurer cette belle fresque de 80 mètres carrés. On espère qu'il aura un impact, qu'à chaque fois que des jeunes se tendant la main amoureux vont passer devant ce mur, avant de s'engager. Mettre en place des solutions pérennes aux différents challenges des systèmes sanitaires liés au sang et créer une nouvelle génération de donneurs fidèles et réguliers aux dons de sang sont les principaux objectifs de l'association 1000%. La Saint-Valentin ou la fête de l'amour est célébrée ce 14 février, une journée dédiée pour manifester tout son amour à l'autre à travers divers gestes, écrire des mots doux, offrir des cadeaux, inviter à dîner, etc. Mais une question qui taraude les esprits, faut-il attendre la Saint-Valentin pour célébrer l'amour? Élément de réponse dans ce reportage présenté par Florence Bossa. La Saint-Valentin ou la fête de l'amour est célébrée le 14 février, une date à laquelle chacun à sa manière manifeste son amour envers l'être aimé. Mais faut-il attendre la Saint-Valentin pour célébrer l'amour? Pour beaucoup de jeunes, la réponse est non. L'amour se célèbre à tout moment. Voilà, selon moi, c'est ça. Chaque jour que Dieu fait, nous célébrons l'amour. Je pense que chaque jour est pour nous l'opportunité de montrer à nos proches que nous les aimons. Tous les jours, on doit faire preuve d'amour déjà avec notre prochain et tout. Mais je dirais juste que la Saint-Valentin, c'est juste le jour où il faut un peu plus faire remarquer son attention envers sa conjointe ou son conjoint. L'amour, chaque jour, doit être célébré pour le raviver dans les relations humaines. L'unanimité est faite sur le fait que l'amour est un sentiment naturel qui doit être célébré à chaque instant. L'amour, moi je veux dire que c'est un sentiment d'abord pour les hommes, que les gens éprouvent l'un de l'autre. Pas forcément une relation amoureuse entre un garçon et une fille, mais d'abord l'amour du prochain. Pour moi, l'amour, c'est une composante inhérente de l'humanité. C'est une valeur essentielle qui est inhérente à la nature humaine. Toutes nos actions, normalement, doivent être motivées par l'amour. Quand je dis l'amour, c'est l'amour en général, l'amour du prochain et autres. Quand on parle de Saint-Valentin, on nous apprend que ce n'est pas forcément une émotion de deux personnes de sexe opposé. L'étudiante Francine, quant à elle, a son avis sur la question. La Saint-Valentin n'est pas une occasion pour offrir des cadeaux, non. Un simple geste suffit. Les autres jours sont là pour offrir les cadeaux. Moi, je pense que le fait d'offrir les cadeaux les autres jours, c'est encore plus spécial que d'attendre la Saint-Valentin pour pouvoir offrir des cadeaux à quelqu'un qu'on aime, soit disant qu'on l'aime. À la question de savoir s'il faut attendre la Saint-Valentin pour célébrer l'amour, Sira Padonou-Seke, thérapeute relationnelle, accompagnatrice et amoureuse de l'amour, répond également par la négation. Il faut dire quand même que aujourd'hui, nous sommes en train de galvauder le thème amour. Sinon, pour ce que je sais,
il faut manifester l'amour au jour le jour. Chaque jour que Dieu fait, nous devons manifester l'amour. Maintenant, si le 14 février est retenu pour une façon spéciale de manifester cet amour, ce sentiment que nous avons l'un pour l'autre, il faut également le faire. Et le faire, c'est juste rendre l'humanité encore plus belle, rendre le monde encore plus beau et faire, je ne sais pas, apporter du soleil dans la vie de ceux qui sont autour de nous, pas forcément entre les amoureux. Et donc, comme je le disais, c'est entre amis, entre amoureux, entre parents. L'amour est un don de soi, un sentiment partagé entre les êtres humains. L'amour est une belle chose qu'il faut cultiver et la Saint-Valentin est une occasion pour le raviver davantage au dire des uns et des autres. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. À demain.